Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le 1er octobre, le gouvernement chinois va organiser un grand défilé militaire pour fêter le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Un défilé militaire. Comme vous le savez, dans le monde, certains pays comme la France, la Russie, organisent tous les ans un défilé militaire pour fêter soit leur fête nationale, soit la grande date de la victoire. Mais certains pays comme la Chine, comme les États-Unis par exemple, ils organisent rarement des défilés militaires. Alors, pour ces pays-là, si on organise moins, est-ce que quand ils organisent ce défilé militaire, est-ce qu'il y a une signification plus importante, qu'il veut donner plus d'informations au monde? Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un expert, un politologue que vous connaissez très bien, politologue et économiste, Ting Yifan, pour donner ses explications. Bonjour Ting Yifan. Bonjour. Voilà. Vous connaissez bien la France, vous avez obtenu votre doctorat là-bas, à Sciences Po à Bordeaux. Et surtout, vous avez été journaliste pendant des années. Temps, voilà. Alors, vous connaissez bien la France. Alors, pourquoi un pays comme la France organise tous les ans un défilé militaire pour sa fête nationale? D'abord, un défilé militaire sert à montrer la force militaire. La force Puis, militaire. c'est un symbole de l'unité nationale, d'une certaine manière. C'est l'unité nationale, c'est la force militaire. Et il est indéniable, la France reste encore l'une des puissances les plus importantes de l'Europe. Une puissance militaire, je veux dire. Oui. Parce que, pour toutes raisons, l'Allemagne, par exemple, n'a pas le moyen ou n'a pas le droit de développer ses forces militaires seulement dans des limites. Donc la France est une puissance militaire nucléaire, la France est une puissance militaire membre permanent de l'ONU. C'est ça, mais qui a une force de projection. Ça, c'est en termes actuels, un pays qui a une force de projection est considéré comme une puissance militaire importante. La France dispose des moyens de projection importants. Donc la France peut intervenir à distance partout dans le monde. C'est ça, partout dans le monde. Donc c'est aussi le symbole d'une puissance militaire importante. Et pourquoi un pays comme la Chine, par exemple, organise rarement un défilé militaire? Parce qu'un défilé militaire coûte cher. Parce que ça coûte cher. C'est tout simplement pour cela. C'est tout simplement parce qu'un défilé militaire coûte cher. Donc la Chine organise un défilé militaire pour des occasions très importantes. La date de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, pour fêter la victoire de la Seconde Guerre mondiale, on a organisé un défilé militaire, et pour fêter souvent des anniversaires importants, 10e, 20e, 30e. Et cette fois-ci, c'est le 70e anniversaire de la fondation de la République. C'est donc un anniversaire très important, on fait donc un défilé. Alors, donc, à peu près tous les 10 ans ou tous les 5 ans? Oui, tous les 10 ans, on organise. Alors, vous avez dit, ça coûte cher, et vous avez dit, c'est pour montrer ses puissances militaires. Sa force militaire, voilà. Oui. Alors, cette fois-ci, ce défilé apparemment sera gigantesque, sera historique. Alors, quelles sont les différences de ce défilé militaire et celui des en fait, quand on dit historique, il y a beaucoup de choses. D'abord, le développement de la Chine est aussi historique. Oui. Donc, on veut montrer aussi les résultats de son développement par le défilé militaire, parce que le niveau de développement militaire reflète aussi le niveau de développement de la puissance d'un pays. Donc là aussi, le défilé ou la parade militaire sera une opportunité importante pour montrer ça, pour montrer au monde extérieur le résultat obtenu dans le domaine de développement scientifique, dans le domaine de développement technologique surtout, technologique militaire. Et là-dessus, il faut reconnaître que depuis ces dernières années, nous avons obtenu de très grands résultats, de très grands progrès dans le domaine de technologie militaire. Et là, c'est souvent l'opportunité des observateurs étrangers de faire des commentaires sur le développement des équipements militaires chinois.
pour voir à quel niveau on atteint. Bon, on se rappelle que le dernier défilé militaire, on a montré de nouveaux avions de combat, des chars, des missiles à moyen et long portée. Alors, cette année, à votre prévision, quelles seront les armes qu'on n'a jamais montrées pour ce défilé? Je ne sais pas très bien quelles seront les nouvelles armes qui feront leur première apparition. Je sais il y a beaucoup de rumeurs, entre guillemets, bien sûr. Chaque fois qu'il y a un défilé, il y a forcément de nouvelles armes qui font leur apparition. Cette année? Cette année, je n'en sais rien. Parce que je sais que depuis ces dernières années, nous avons développé des armes très sophistiquées, des missiles supersoniques, etc., qui peuvent percer tout ce qu'on appelle le réseau antimissiles. Ça ne sert à rien face à ce genre percer toutes sortes de... C'est ça, face à ce genre de missiles supersoniques, tous les réseaux antimissiles ne servent à rien. Donc il y a le missile. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs missiles qui sont très sophistiqués. Nous avons des missiles qui peuvent atteindre, qui peuvent détruire, pardon, des porte-avions, donc des objets en mouvement. Donc les missiles sont capables d'atteindre et de détruire. Les porte-avions pour nous c'est très important. Oui, forcément. La Chine a développé des moyens pour essayer de faire face à des troupes de porte-avions, etc., etc. Et nous avons des missiles qui sont spécialement conçus pour ce genre d'objectifs à l'avenir. Et pour les avions de combat, parce que vous savez, les avions de combat de 4e et même de 5e génération sont... oui, c'est des avions de combat furtifs, etc., qu'on appelle de 5e génération. En Chine, nous avons réussi à fabriquer, à équiper déjà l'armée, ce qu'on appelle le J-20. Le J-20 est comparable au F-22 américain. Nous avons produit aussi des J-32 qui seraient comparables ou qui seraient au même niveau de F-35, etc. Mais pour le moment, le F-35 a été révélé d'avoir des problèmes, quelques coups. Et la Chine est en train de se rattraper assez rapidement dans le domaine de l'avion de combat. Et G20, on sait le dernier défilé militaire, il a déjà survolé la place Tiananmen. Et vous avez dit G32. Oui. Alors, J-32, ce sera un avion, c'est un type de J-22 amélioré. Amélioré et on pourrait en utiliser sur le porte-avions aussi. Oui, la Chine est en train de construire ce 3e porte-avions. Ce sera un gigantesque. Le 3e porte-avions, paraît-il, serait doté de moteurs nucléaires. Donc ce sera un porte-avions nucléaire. Mais en plus avec des équipements très sophistiqués, non seulement des avions de chasse, mais aussi des systèmes de lancement des avions de chasse qui seraient premiers au monde, je pense, par la force monétique. Et il peut rivaliser les porte-avions d'autres puissances, surtout le premier puissance militaire du monde. Dans beaucoup de domaines, il pourrait y avoir des équipements militaires qui sont à la tête du monde, c'est-à-dire que les autres pays n'ont pas encore réalisé. Et à part des porte-avions, à part d'avions de combat, à part de missiles, est-ce que, par exemple, d'autres armes plus conventionnelles, les chars, les canons, ça aussi, ce sont des progrès constants. Nous avons réalisé des progrès constants pour les armes conventionnelles. Mais généralement, les observateurs ne font pas beaucoup d'attention à ce genre de choses. Mais nous avons fait beaucoup de progrès aussi, même pour le genre d'armes conventionnelles. Nous avons fait aussi beaucoup de progrès
pour le canon, par exemple, ce qu'on appelle le canon magnétique, les canons à force magnétique, c'est-à-dire les manuaux qui sont capables de lancer des bombes à rythme condensé, et très rapide, et avec une précision beaucoup plus grande que par le passé. Et ça aussi, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais jusqu'à maintenant, avec toutes ces armes nouveaux, etc., la Chine n'est pas un pays d'exportateur des armes. Si. Il ne faut pas sous-estimer ça. La Chine, quoique la Chine n'est pas une très grande puissance d'armement, de l'exportation d'armement, la Chine exporte aussi des armes. La Chine exporte des armes. Est un grand pays d'exportateur des armes aussi, la Chine? Non. La Chine exporte des équipements militaires, des armes, etc. Seulement avec beaucoup de restreints, parce qu'on ne veut pas équiper le monde avec des armes, ce serait trop dangereux. Mais tout de même, la Chine vend ses armes à des pays, etc. La grande question, c'est concernant la propre puissance militaire du monde, bien sûr, c'est les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis font rarement des défilés militaires. Bien sûr, le président Trump a fait récemment. Ils en ont fait, oui. Mais aussi, pour une même raison, je pense que parce qu'un défilé coûte cher, et les Américains font beaucoup plus attention. Mais les Américains sont riches. Les Américains, ne sont plus tellement très riches. Ils sont plus tellement très riches, surtout le gouvernement. Le gouvernement américain est tellement endetté que finalement, il se permet rarement de dépenses extraordinaires pour ce genre de défilé. Parce qu'ils se font critiquer par le Parlement et par l'opinion publique. Donc, mais de l'autre côté, je suppose que l'armée militaire américaine sont suffisamment puissants, ils n'ont plus besoin le défilé militaire pour montrer leurs muscles. Non, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que cela date de très longtemps. Il y a une espèce de connivence, disons-le. Il y a une espèce de connivence entre l'armée, l'industrie militaire, le complexe militaire et l'industrie énergétique. Tout cela, même du temps du président Eisenhower. Il a déjà critiqué ça aux États-Unis. La politique est dictée par le complexe militaro-industriel. C'est ça, de tout ça. C'est pour ça que, en fait, les États-Unis ont probablement un but de maintenir une guerre perpétuelle dans le monde. Dans un processus de guerre perpétuelle dans le monde, eh bien, les autres pays ont besoin des armements. La Chine est le plus grand vendeur d'armements. Les États-Unis, pardon. Les États-Unis sont le plus grand exporteur d'armements parce que les États-Unis vendent tout le temps des armements pour recycler l'argent. Et l'argent est d'entrer dans la politique. La politique utilise le budget gouvernemental pour subventionner, pour financer l'industrie militaire. L'industrie militaire vend des armes au monde, etc., pour maintenir à la fois la supériorité et puis faire de l'argent, tout simplement. Donc les États-Unis n'ont pas besoin de défilés militaires, mais ils ont besoin des guerres. Ils ont besoin de guerres et puis ils punissent les autres. Par exemple, d'une part, ils vendent ces armes au monde. Par exemple, l'OTAN sert à vendre des armes militaires américaines, etc. Et il empêche les autres Européens de fabriquer et de vendre leurs armes. À un moment donné, la France était aussi un grand vendeur d'armes dans le monde, surtout lorsque la France avait une politique étrangère plus ou moins indépendante des États-Unis. Et à l'époque du général de Gaulle, sous de Gaulle, même Mitterrand. C'est ça, Mitterrand, même Chirac, etc. À un moment Chirac, donné, je me rappelle, a refusé la guerre de l'Irak. Oui. Donc à un moment donné, la France avait une politique indépendante. Donc la France réjouit d'une certaine réputation dans le monde arabe, par exemple, surtout dans le monde producteur de pétrole. Et là, la France a réussi à vendre des armes
beaucoup de pays producteurs de pétrole, en particulier l'Irak, par exemple. L'Irak a été un acheteur des armements, des armements français. Et l'Arabie Saoudite, à un moment donné, a acheté. Et cela a provoqué une espèce de friction et conflit entre l'industrie militaire américaine et l'industrie militaire française. Je me souviens très bien que des noms très connus en France ont été poursuivis par la justice américaine. Monsieur Dassault, par exemple, est toujours sur la liste de poursuites judiciaires des Américains, etc. Parce que Dassault a réussi à vendre des armes, des avions, des avions de combat, Mirage, des avions Mirage, etc. aux pays arabes. Et bien sûr, ça a d'une certaine manière empêché les Américains de vendre leurs avions de chasse aussi dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, apparemment, cette époque évolue. Elle révolue parce que, oui, l'Europe est dans une phase difficile. Parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a une rivalité. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une rivalité entre Rafale et l'Eurofighter, l'avion de combat européen, etc. Donc il y avait ça. Et donc les Européens n'ont pas réussi à unifier l'industrie militaire ensemble. La France, tout récemment, a fait un effort pour essayer de uniformiser un peu les industries militaires franco-allemandes. Pour essayer de combiner, etc. Mais jusqu'à maintenant, ça reste encore entre Allemands et Français. Donc il n'y a pas vraiment un grand projet européen pour unifier toutes les industries militaires des pays membres de l'Union européenne, et donc le marché européen est pratiquement occupé par les Américains. Lorsque Donald Trump est allé au sommet de l'OTAN à Bruxelles, il encourage les pays européens à augmenter leur budget militaire de façon à acheter plus d'armements américains. Bon, alors pour ce défilé militaire chinois, je me rappelle que dans la presse occidentale, les gens critiquent souvent la Chine, disant que la Chine est une menace. Est-ce que, à travers ce défilé militaire, si la Chine montre sa puissance oui, d'une certaine manière, le défilé militaire sert à montrer ses muscles. Oui. Est-ce que la Chine sera considérée comme une menace pour les pays voisins, pour la stabilité du monde, pour la paix du monde? En fait, la Chine dispose des armes modernes très avancées, etc. Mais jamais la Chine n'a utilisé ses forces militaires complètement modernes. Depuis très très longtemps, la Chine n'a pas eu de conflit militaire avec qui que ce soit dans la région. Donc, je ne sais pas. Depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, et la Chine n'a jamais voulu engager une action militaire en dehors de ses frontières. En fait, la Chine a eu des frictions frontalières avec des pays voisins comme avec le Vietnam, avec l'Inde, avec l'ancienne Union soviétique, etc. C'est toujours pour des frictions frontalières. En dehors de ça, non. Mais depuis ces dernières années, la Chine participe activement à des actions militaires pour des missions de maintien de paix. Pour maintien de paix, la Chine est impliquée en Afrique, en Asie, au Cambodge par exemple, dans plusieurs pays africains, etc. La Chine, parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine est le premier donateur des soutiens aux actions de maintien de paix aux Nations Unies. Et vous connaissez bien l'Europe, vous connaissez bien les États-Unis. Alors, à votre avis, après ce défilé militaire, quelles seront les réactions de la presse, par exemple, occidentale? Je
on peut pas interdire la presse de dire ce qu'elle pense. Non, elle peut raconter non, c'est pas pour interdire, c'est pour analyser elle leur peut réaction. raconter des tas de choses, elle peut raconter des tas de choses. A priori, je pense que ils vont critiquer. Il y a des observateurs plus ou moins objectifs. Il y a des objectifs qui sont plus ou moins subjectifs. Donc, il doit y avoir des critiques sur la menace militaire chinoise. Il peut y avoir des critiques sur l'avancement ou sur le progrès réalisé par la Chine dans le domaine de technologie militaire, qui serait à la fois considéré comme une menace, mais aussi comme une alerte. Une alerte aux pays occidentaux de se rattraper dans ces domaines-là. Là aussi, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des suggestions même, etc. Est-ce que, après ce défilé, la Chine peut rassurer le monde ou bien, pour dire à ses adversaires potentiels, que la Chine, aujourd'hui, n'est plus comme hier, n'est plus un pays qu'on puisse nous attaquer. Oui, mais là aussi, la Chine peut se défendre. Oui, un défilé militaire sert aussi à montrer ses muscles. Donc, dans cette optique-là, on peut raisonnablement penser que si quelqu'un voulait engager une guerre militaire avec la Chine, il faudrait réfléchir plusieurs fois. Il faudrait tourner ses idées dans la tête plusieurs fois. Avant de la mettre en pratique. Parce que la Chine peut dire, est-ce qu'on peut dire que la Chine aujourd'hui militairement est invincible? La Chine possède des moyens de dissuasion militaire importants. Tous ceux qui veulent s'engager dans un conflit militaire à la Chine doivent réfléchir aux conséquences de cela. Je pense que ça aussi, un défilé militaire montre ses capacités militaires d'intervention. Parce que la Chine avait des moyens militaires d'intervention très limités. Et de plus en plus, depuis ces dernières années, la Chine est capable d'intervenir à distance, comme la France. La Chine dispose d'une force de projection aujourd'hui. C'est une force de projection, c'est pour ça que la marine chinoise participe, par exemple, à des opérations anti-pirates. Très loin de la frontière. Oui, en océan Indien, dans le golfe d'Athènes, d'Éden, etc. Donc, près de Djibouti, etc. À Djibouti, la Chine a fait construire une base d'alimentation. C'est pas une base militaire, hein, c'est seulement une base d'alimentation dans la marine chinoise. Cela dépend comment on appelle ça. Oui, les Occidentaux appellent ça une base militaire. Mais en plus, comme je ne suis jamais allé, mais quelqu'un m'a dit, ils sont allés voir cela, c'était pas français, donc c'était qui? Oui, quelqu'un m'a dit que finalement, à côté, les bases occidentales, parce qu'il y a une base française, une base américaine, etc. Tous les pays ont des bases militaires. Les bases militaires étrangères ont été rapetissées ou raccourcies par rapport à la base chinoise. Celle de Chine est devenue la plus grande. La Chine n'a jamais menacé qui que ce soit du point de vue militaire. La Chine n'a jamais dit que je vais utiliser la puissance militaire dans tel ou tel but. Mais, une seule exception, c'est qu'un l'un des ministres conseillers chinois aux États-Unis avait dit un jour, publiquement un jour, dit que le jour où le bateau militaire américain arrive à Taïwan, c'est l'heure de la libération de Taïwan. C'est-à-dire la Chine va utiliser la force militaire pour empêcher l'indépendance de Taïwan. Il y a ça, parce que il ne faut pas oublier que c'est un contexte historique important. Lorsque les États-Unis ont décidé de couper les relations diplomatiques avec Taïwan et de reconnaître la Chine, d'établir des relations diplomatiques avec la Chine,
ils ont fait deux choses. D'abord, ils ont retiré leur base militaire de Taïwan. Ils ont retiré leur armée stationnée à Taïwan. Évidemment, c'est une précondition importante pour l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis aujourd'hui, lorsque Donald Trump est venu à la Maison-Blanche, il y a des néoconservateurs qui entourent le président Trump, qui veulent faire en sorte que Taïwan redevienne un sujet de discorde entre la Chine et les États-Unis. Ils menacent d'envoyer des bateaux militaires à Taïwan, donc ce qui serait un symbole d'alliance militaire, etc., mais ce qui serait complètement contraire au principe par lequel nous avons établi des relations diplomatiques. Le principe... oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, ce serait une menace de la base des relations diplomatiques. Mais ce serait une menace de la souveraineté nationale chinoise. Et à ce moment-là, l'armée chinoise serait forcée de réagir à ce genre de provocation et probablement de reprendre Taïwan. Parce que il ne faut pas oublier que nous avons dit qu'on va s'efforcer de résoudre le problème de Taïwan, donc le problème de la réunification, par des moyens pacifiques. On a toujours dit ça. On va essayer de résoudre ce problème par des moyens pacifiques. Mais on ne dit jamais d'abandonner les moyens militaires. Donc si la Chine était forcée d'agir militairement, bien sûr, on peut le faire rapidement. Donc, c'est la seule menace, entre guillemets, d'utilisation de... en fait, c'est ce qu'on appelle, on a mis une ligne rouge. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, après avoir vu le défilé de demain, le défilé de 1er octobre, je voudrais bien savoir si la Chine est obligée d'utiliser son armée pour libérer Taïwan. Est-ce que la Chine peut gagner contre un adversaire comme les États-Unis? Sans problème, sans problème. Dans l'entourage de Taïwan, c'est sans problème, vous dites? Oui, dans l'entourage, sans hésitation. Dans tout cela, en fait, il suffit de regarder le nombre de missiles à moyenne et à court terme. Aucune intervention militaire américaine peut... Non, tout dernièrement, peut empêcher la Chine... Une institution de recherche américaine, RAND, qui a une très grande réputation, etc., a publié un rapport sur une éventualité d'un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Sur Taïwan, et il dit qu'il n'y a aucune chance, pour les États-Unis d'empêcher l'action de l'armée chinoise. Ça veut dire que la prise de Taïwan par l'armée chinoise sera immédiate. Bon, dernière question. Qu'attendez-vous de ce défilé militaire? Non, je pense qu'un défilé militaire sert à montrer les équipements militaires les plus modernes qu'un pays a pu développer. Donc on s'attend à voir le résultat du développement de notre technologie militaire. D'accord. Bon, merci beaucoup Ting Yifan, merci pour ces éclairages, c'est très intéressant et merci. Et je pense que je vous réinviterai pour essayer de comprendre le sens aussi de l'anniversaire de 70e anniversaire de la fête nationale. Merci Ting Yifan. Merci beaucoup aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.